La décision rendue par la Cour suprême des États-Unis à propos de l'immunité présidentielle marque une rupture silencieuse mais profonde dans l'histoire constitutionnelle américaine, car elle vient combler un vide juridique longtemps laissé volontairement ouvert. Depuis plus de 2 siècles, le système américain fonctionnait sur un équilibre implicite. Le président disposait d'un pouvoir exécutif très étendu, protégé par des usages, des précédents, et une forme de retenue institutionnelle mais sans cadre pénal clairement défini. En acceptant d'entrer dans le détail de cette question et en rejetant l'idée d'une immunité globale, la Cour a transformé une zone grise en champ juridique structuré, obligeant désormais les juges à qualifier précisément la nature des actes présidentiels. Cette rupture est silencieuse parce qu'elle ne s'accompagne ni d'une réécriture de la Constitution, ni d'une proclamation spectaculaire, mais profonde parce qu'elle modifie durablement la relation entre pouvoir et responsabilité. Pour la première fois, la plus haute juridiction américaine affirme qu'un ancien président ne peut plus se retrancher derrière sa fonction pour échapper par principe à la justice pénale. Elle consacre l'idée que la présidence n'est pas un espace hors droit, tout en préservant certaines protections nécessaires au fonctionnement de l'exécutif. Ce nouvel équilibre redessine la frontière entre autorité politique et État de droit, et ouvre une ère où la responsabilité des dirigeants devient une question centrale, non plus théorique, mais pleinement opérationnelle. En rejetant l'appel de Donald Trump, la Cour ne s'est pas contentée de statuer sur un point de procédure ou de trancher un simple désaccord technique entre avocats. Elle a choisi d'entrer au cœur d'un débat fondamental qui dépasse largement le cas d'un homme ou d'un mandat présidentiel. Ce rejet signifie que l'argument d'une immunité automatique, fondée uniquement sur la fonction présidentielle, ne peut plus servir de rempart global face à la justice. En d'autres termes, la Cour a refusé de transformer la présidence en statut juridiquement intouchable. Elle met fin à l'idée qu'un ancien chef de l'exécutif pourrait neutraliser toute poursuite en invoquant son rôle passé. Cette décision marque un basculement institutionnel majeur, car elle oblige désormais les tribunaux américains à examiner les faits dans leur substance, et non à se réfugier derrière une protection de principe. La Cour suprême affirme ainsi que le pouvoir exécutif, aussi élevé soit-il, ne saurait être détaché de toute forme de responsabilité pénale. Elle redéfinit l'équilibre entre stabilité institutionnelle et exigence de justice en envoyant un message clair. La fonction présidentielle protège l'État, pas nécessairement l'individu. Ce rejet ouvre une nouvelle phase dans la vie constitutionnelle américaine, où la responsabilité des dirigeants n'est plus une abstraction théorique, mais une possibilité réelle, encadrée et juridiquement assumée. La Cour a ouvert un chantier juridique inédit, celui de la responsabilité pénale d'un ancien président dans un système construit depuis plus de 2 siècles sur l'idée d'un exécutif fort, mais théoriquement responsable devant la loi. Depuis la fondation des États-Unis, la présidence a toujours été conçue comme une fonction puissante, capable d'agir vite, parfois dans l'urgence, parfois dans des zones grises juridiques, notamment en matière de sécurité nationale ou de politique étrangère. Pour garantir cette efficacité, la jurisprudence américaine a progressivement reconnu certaines protections au président afin qu'il ne soit pas paralysé par la crainte permanente de poursuites. Mais cette protection n'a jamais été pensée comme une immunité pénale générale, encore moins comme un bouclier permanent après la fin du mandat. La Constitution américaine, souvent invoquée dans le débat public, ne prévoit aucune disposition accordant explicitement une immunité pénale au président. Elle organise la séparation des pouvoirs, définit les compétences de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, et prévoit un mécanisme politique de destitution, l'impeachment. Mais elle ne dit rien sur la possibilité ou non de poursuivre un président devant les tribunaux ordinaires pour des faits pénalement répréhensibles. Ce silence constitutionnel a longtemps été interprété comme une zone d'incertitude volontaire, laissant aux juges le soin de trancher au cas par cas. Pendant des décennies, cette question était restée largement théorique. Aucun président n'avait été confronté à une série aussi dense de procédures pénales après son mandat. Les affaires impliquant Donald Trump ont donc fait exploser un verrou juridique que le système n'avait jamais eu à tester dans de telles conditions. Face à cette situation, la défense de Trump a adopté une stratégie ambitieuse, voire radicale, affirmant qu'un ancien président ne pouvait être poursuivi pénalement pour des actes accomplis durant son mandat,
sauf s'il avait d'abord été condamné politiquement par le Congrès dans le cadre d'un impeachment suivi d'une destitution. Cette thèse, si elle avait été acceptée, aurait créé un précédent majeur. Elle aurait signifié qu'un président pourrait, pendant son mandat, commettre des actes potentiellement criminels en se retranchant derrière son statut, à condition d'échapper à une destitution politique. Autrement dit, l'immunité présidentielle serait devenue non seulement fonctionnelle, mais quasi absolue. Les tribunaux fédéraux inférieurs ont très vite perçu le danger institutionnel d'un tel raisonnement. Ils ont estimé qu'une démocratie fondée sur l'état de droit ne pouvait accepter qu'un individu, même président, soit placé durablement hors d'atteinte de la justice pénale. La Cour suprême, en acceptant d'examiner l'affaire, a reconnu implicitement que la question dépassait le cas Trump. Elle concernait l'équilibre même du système américain. Si la Cour refusait toute forme d'immunité pénale, elle ouvrait la porte à une judiciarisation extrême de la vie politique, où chaque ancien président pourrait être poursuivi par ses adversaires. Si elle reconnaissait une immunité trop large, elle risquait de créer une présidence juridiquement intouchable, capable d'agir sans crainte de sanctions pénales ultérieures. La décision rendue tente de naviguer entre ces deux écueils. La Cour a distingué plusieurs catégories d'actes. D'abord, elle a reconnu qu'il existe un noyau dur de pouvoir constitutionnel exclusif du président. Pour ces actes-là, une immunité absolue s'impose, car permettre des poursuites pénales risquerait de remettre en cause la séparation des pouvoirs elle-même. Ensuite, pour les autres actes officiels, la Cour a introduit la notion d'immunité présumée. Cela signifie que ces actes sont protégés par défaut, mais que cette protection peut être contestée si les procureurs démontrent que la poursuite n'entrave pas le fonctionnement de l'exécutif ou ne remet pas en cause des prérogatives constitutionnelles essentielles. Enfin, la Cour a été très claire sur un point fondamental. Les actes personnels, privés ou purement politiques, ne bénéficient d'aucune immunité. Le fait qu'un acte ait été commis pendant le mandat présidentiel ne suffit pas à le rendre officiel. Cette distinction est cruciale car elle empêche l'utilisation abusive de la fonction présidentielle comme écran juridique. En rejetant l'appel de Donald Trump, la Cour suprême a donc refusé l'idée d'une immunité globale. Elle a fermé la porte à une défense fondée uniquement sur le statut présidentiel, tout en reconnaissant que certaines protections sont nécessaires pour préserver l'équilibre institutionnel. Ce rejet n'est pas une condamnation ni une validation des accusations. C'est une décision de méthode qui renvoie le travail d'analyse aux tribunaux inférieurs et impose un examen minutieux, acte par acte, intention par intention. Les conséquences pratiques de cette décision sont considérables. Les procureurs devront désormais construire des dossiers extrêmement précis, capables de démontrer que le fait reproché ne relève pas de l'exercice légitime des fonctions présidentielles. Les avocats de la défense, de leur côté, tenteront de qualifier un maximum d'actes comme officiels pour bénéficier de l'immunité présumée. Les procès risquent donc d'être plus longs, plus techniques et plus complexes que jamais. Sur le plan politique, cette décision marque un tournant historique. Pour la première fois, la Cour suprême affirme clairement qu'un ancien président peut, en principe, être poursuivi pénalement. Cela envoie un signal fort à l'ensemble de la classe politique américaine. La présidence n'est pas un sanctuaire juridique, mais ce signal est tempéré par la reconnaissance de protections substantielles qui montrent que la Cour reste soucieuse de préserver la stabilité de l'exécutif. Sur le plan symbolique, enfin, cette décision modifie profondément la perception de la présidence. Elle rompt avec l'idée implicite selon laquelle le président, une fois sorti de la Maison-Blanche, serait protégé par une forme de tabou institutionnel. Désormais, la responsabilité pénale des dirigeants est explicitement inscrite dans le champ du possible, même si elle reste encadrée. Ce nouveau cadre juridique ouvre une ère d'incertitude. Il n'apporte pas de réponse simple, mais il pose des balises. Il rappelle que la démocratie américaine repose sur un équilibre fragile entre pouvoir et responsabilité, entre efficacité de l'action publique et exigence de justice. En rejetant l'appel de Donald Trump, la Cour suprême n'a pas clos le débat sur l'immunité présidentielle. Elle l'a rendu inévitable, structuré et central. Et ce débat, désormais, dépassera largement le cas Trump pour s'imposer comme l'un des grands enjeux institutionnels du XXIe siècle américain.